Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On va parler des soft skills. Vous en avez entendu parler. Vous utilisez ce mot, cette expression. On va d'ailleurs lui donner une définition précise. C'est tout ce qu'on est sans diplôme, ce que l'on est dans notre attitude, notre comportement, notre façon d'être. Est-ce que c'est une manière peut-être de redéfinir le recrutement plus inclusif, moins discriminant? On va en parler. Peut-être une nouvelle manière de recruter. Et ça se pratique déjà. Hein. C'est pas demain. On pratique déjà du recrutement grâce aux soft skills. Quels sont les freins, quels sont les avantages? On en parle avec mes invités. 3 femmes avec moi sur ce plateau. Delphine Hervé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Experte recrutement inclusif pour la Fondation Mosaïque, qui a été fondée par Saïd Amouche, qui est déjà venu sur notre plateau. On vous écoutera justement sur ces nouveaux modes de recrutement, et j'allais dire même des nouveaux lieux de recrutement, parce que les soft skills, c'est souvent lié aussi à des endroits parfois un peu iconoclastes. Là, récemment, il y avait des recrutements dans le tramway. On va en parler dans quelques instants avec vous. Angélina Lamy, merci d'être là. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Accenture France, engagée sur ces questions justement de diversité et de réinventer finalement la façon dont on recrute. Évidemment, vos consultants, j'imagine, mais pas seulement. Et puis à vos côtés, vous connaissez bien Bérénice May, responsable développement Job Ready chez Article 1, qui est une association et qui a pour but, je suis allé voir votre site et votre fondateur qui explique que vous donnez la chance à des gens, à des parcours atypiques, originaux, qui ne viennent pas forcément des quartiers de banlieue, mais je pense à cette jeune fille qui fait le tour de France à vélo et qui pose son petit micro et qui fait des podcasts. Vous l'avez accompagnée et ce projet existe et il vit. Chacune d'entre vous, c'est quoi soft skills? C'est quoi la définition des soft skills? Qui se jette? Allez-y Delphine. Allez-y Bérénice. Oui, moi je dirais en fait que c'est des compétences qui sont sociales, relationnelles, émotionnelles, méthodologiques, analytiques et qui se développent tout au long de son parcours de vie à travers tout type d'expériences professionnelles, extra-professionnelles, formelles et moins formelles. Votre définition? Je dirais la même parce qu'on est complètement en phase et c'est pour ça qu'on travaille en commun sur la cause des soft skills. Même définition? Moi, je dirais qu'il y a une question dans la question parce que même les spécialistes s'accordent à dire il est difficile de trouver un consensus autour de la définition exacte des soft skills. En tout cas, ce qui fait référence en la matière, c'est plutôt la notion de compétences comportementales. Effectivement, la spécificité, pour compléter ce que mes collègues disent, c'est que ce sont des compétences qui se caractérisent par la notion de transversalité, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées d'un domaine d'application à l'autre. Et moi, je les caractérise, je me permets, allez-y. de compétences écosystémiques dans le sens où elles ne se révèlent que dans l'action, dans le rapport à soi, dans le rapport à l'autre et à l'environnement. Voilà, on va s'arrêter là. Non, mais c'est intéressant, de la théorie à la pratique, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cabinets de recrutement, il y a des RH qui nous disent sur ce plateau, on galère, on ne trouve pas, notamment dans des secteurs en tension, on les connaît, le service à la personne, la restauration, mais pas seulement, la tech et j'en passe. Tournons-nous vers Accenture, parce que vous êtes une entreprise mondiale. Pour vous, le levier des soft skills, qu'est-ce qu'il apporte à votre entreprise et quel est son but? Est-ce qu'il vous permet, pour le dire un peu abruptement, d'aller chercher des talents que vous n'auriez pas recrutés sans cette méthode? Évidemment, et c'est vrai pour Accenture et pour les entreprises en général. Et la collaboration qu'on a depuis plus de 10 ans, Accenture, Article 1 et la Fondation Mosaïque, c'est autour de cette conviction que les soft skills, en fait, sont un formidable levier d'égalité des chances, clairement. Donc pour répondre à votre question, en quoi c'est important pour nous? On le considère comme un vrai levier de lutte contre l'inégalité des chances au recrutement. On est d'accord. C'est-à-dire que ça renvoie quand même à des sujets de société qui, je me souviens, il y a une dizaine d'années, le CV anonyme, c'était tous ces sujets qui étaient posés où on disait, mais dès que je mets le nom du quartier, mon nom de famille à consonance étrangère, parce que c'est ce sujet-là dont il est question, globalement, on ne me répondait pas. Et pourtant, j'avais tout bien fait. Les bonnes études, les bons diplômes, j'avais eu les mentions, et ça ne marchait pas. Est-ce que c'est ça l'histoire des soft skills? Le débat qu'on a aujourd'hui en 2022, il part de là, en fait. Oui, en fait, l'idée, c'est de se dire que les soft skills, ça sont vectrices d'inclusion, puisque tout le monde les développe, quel que soit son parcours de vie et quelles que soient ses compétences. Donc, en donnant des exemples, Article 1 accompagne
les jeunes sur les sujets de l'orientation, de la réussite dans les études et de l'insertion professionnelle, et notamment leur capacité à détecter leurs soft skills dans leur parcours de vie, quel qu'il soit. Parce qu'ils ne le savent pas forcément. Mm. Il faut quelqu'un d'extérieur qui lui dise, mais regarde, la personne souvent vous dit, mais moi j'ai rien fait de ma vie. Mais si. Mais si, bien sûr, et évidemment, ces expériences qui sont souvent moins valorisées socialement. Je parle par exemple des jobs étudiants. Quand on fait la caisse pour financer ses études, on développe la rigueur, le sens de l'éthique, la fiabilité. Quand on est engagé bénévolement depuis 3 ans dans une association et qu'on fait les maraudes les soirs, on développe le sens de l'empathie, l'écoute, le sens des responsabilités. Et tout ça, ce sont des compétences qui sont extrêmement regardées aujourd'hui dans le monde professionnel. Delphine, côté Mosaïque RH, parce que c'est intéressant, vous êtes aussi un aiguillonneur par votre expertise, par le réseau aussi que vous avez. Vous avez un rôle de pédagogie auprès des entreprises. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il y a des entreprises, de vous à moi, qui continuent à recruter. On l'a vu il y a quelques minutes dans la chronique, le CV, la lettre de motivation, les diplômes qui vont bien. Et puis si ça ne coche pas, on élimine. Qu'est-ce que vous leur dites à ces recruteurs? Tentez l'expérience? Oui, complètement. Déjà, d'une part, la prise en compte des soft skills dans le processus recrutement, on le sait, et là, ce n'est pas une invention Mosaïque RH, c'est démontré, c'est vraiment lié. La prise en compte des soft skills influe vraiment sur la capacité des entreprises à faire face aux défis de demain. On entend parler d'obsolescence des compétences. Dans les années 1970, la durée de vie des compétences techniques était estimée à 30 ans. Aujourd'hui, l'OCDE l'estime à 3 ans, voire 1,5 pour les métiers techniques. Et là, une rumeur circule disant que ça va passer à 6 mois. Donc, pour l'entreprise, c'est stratégique de les prendre en compte. Par contre, ce qu'on entend... C'est effrayant ce que vous dites quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a à peine passé son diplôme que 6 mois après, c'est fini. Oui, et c'est ce que j'allais dire du coup, le deuxième point qui est important. On parle souvent de l'importance de la prise en compte des soft skills pour les entreprises, mais peut-être un peu moins pour les candidats. Prendre en compte les soft skills, c'est aussi s'assurer que finalement les candidats ne vont pas se retrouver dans une course effrénée pour essayer de rattraper la demande de travail. Et il y a un vrai risque psychologique, voire, allez, sortons les grands mots, social, sociétal, à ne pas être en mesure justement d'intégrer toute cette, tous ces potentiels, toutes ces compétences qui ne demandent qu'à travailler. Mais je prends le problème dans l'autre sens. Le gouvernement a engagé un programme sur les NEET, donc ces jeunes qui sont d'ailleurs difficiles à aller chercher, puisqu'il faut vraiment aller les chercher là où ils habitent, les convaincre. Des jeunes sans diplôme, sortis de l'école, hors cadre, et qui par ailleurs n'ont pas les codes. Parce que les soft skills obligent, je m'autorise à, malgré tout, quand on pousse la porte d'Accenture, et même si Accenture est une entreprise très ouverte dans son recrutement, si je n'ai pas les codes, si je n'ai pas le bon niveau de langage, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas intelligent, que je ne rentre pas. C'est compliqué ça quand même. Même avec les soft skills qui vont bien. Oui, complètement. Et c'est compliqué à 2 niveaux, à la fois pour le candidat, qui ne connaît pas ses codes, et pour le recruteur qui ne connaît pas les codes du candidat. Pourquoi? Ça va dans les 2 sens. Et l'enjeu autour des soft skills, comme on le disait, c'est de pouvoir les identifier. Et c'est vrai, encore une fois, et pour le candidat et pour le recruteur, et de les objectiver. Et de pouvoir donc les formaliser et en faire des vraies compétences, au même titre que les hard skills, qui peuvent être déterminantes pour un recrutement. Enfin, il y a quand même des hard skills. C'est-à-dire que pour un métier de la tech, on est quand même obligé à minima d'avoir quelques certifications, quelques diplômes. Mais si j'entends Delphine, et vous réagissiez spontanément, même dans les métiers techniques, mon diplôme, je pense à la tech, ça va tellement vite, 6 mois après ou 1 an après, globalement, il faut que je me reforme. En fait, il faut repenser finalement la manière dont on accède à un emploi et à la formation. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. En fait, pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, la capacité à apprendre est devenue quasi aussi importante que la compétence technique en elle-même. Si vous faites, si vous êtes diplômé en droit du travail, le droit du travail change en permanence. Donc, ce que vous aurez appris à l'école ne sera plus valable 6 mois après. Et donc, c'est votre capacité à aller chercher l'information, à vous entourer des bonnes personnes, à détecter quelles sont les personnes de votre réseau qui sont capables de vous apporter l'information, à la traiter, à l'analyser. Qui va être déterminant pour développer son employabilité tout au long de la vie d'ailleurs, pas uniquement au moment du recrutement. Bien sûr. Juste un mot, c'est un élément qu'on n'a pas fixé ensemble, mais dans les soft skills, il y a aussi un travail que vous menez chez Article 1, chez Job Ready, c'est la mise en confiance. Il y a quand même tout un travail en fait pour que se rencontre une offre et une demande, de pouvoir mettre en confiance. Vous êtes d'accord avec ça, qu'on soit une femme ou un homme, ou un jeune homme ou une jeune femme, ça passe par là. Il y a quand même, parce que les soft skills, il faut avoir déjà la capacité de les faire émerger. Oui, tout à fait. Et le savoir-dire.
Et de les identifier aussi. Encore Et une de fois, les identifier. le recruteur doit pouvoir aussi les identifier. Et je trouve que c'est la beauté, entre guillemets, de Job Ready, c'est de répondre à ce double enjeu. Car Digital, présentiel, enfin, il y a 2 outils. Hein. absolument indispensable. Et si je parle d'expérience personnelle qu'on a tous vécue, on a tous dans nos entourages des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qu'on a coachés, accompagnés, qu'on a aidés à se préparer pour des interviews et qui nous disent en fin d'interview, de répétition, ah oui, je suis capitaine d'une équipe du boxe, ah oui, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, ah oui, C'est tout à fait ça. je sais parler 3 langues. C'est tout à fait ça. C'est à la fin. La chose essentielle sort à la fin. Exactement. Absolument, oui. Et comment est-ce qu'on fait, alors même si on fait du mentorat ou du job coaching à nos heures perdues, c'est bien, mais comment passer à l'échelle en fait? Parce qu'on ne va pas pouvoir coacher toutes les personnes avant leur tout à fait entretien. ça. Et c'est là où Job Ready ou Diversifier vos talents, ce sont des plateformes numériques. Le numérique ne remplacera jamais uniquement le contact humain, évidemment, mais à cette puissance de frappe va vous permettre d'accéder, de donner accès à du contenu grâce à un moteur d'intelligence artificielle, un chatbot intelligent, pour permettre aux jeunes et aux recruteurs, en racontant leurs histoires personnelles, professionnelles, de pouvoir en déduire parmi un référencement. D'en extraire la 42 soft skills. substantifique moelle, comme les érablais. Et de verbaliser. C'est ça, et de pouvoir ensuite être capable de le verbaliser. Ça, c'est essentiel. Quand même, c'est chez Mosaïque l'étude là qui a été faite où on découvre quand même que vous êtes toutes les trois ferrées à glace sur le soft skill. Chacun a sa définition. Je vois quand même qu'il y a des décideurs qui globalement, les soft skills ne savent pas ce que c'est. Il y a encore un peu de travail de pédagogie. On est encore quand même toujours dans le mode vieille école. Enfin, vous les rencontrez, ces recruteurs. Oui, c'est ça, effectivement. Enfin, le sondage révélait qu'approximativement 80% C'est ça. des employeurs ne distinguaient pas clairement ce que représentait une soft skills, une compétence comportementale. Et c'est là que le recruteur, enfin quand je dis le recruteur, c'est les professionnels du recrutement, ont un rôle à jouer. Donner de la visibilité sur le marché de l'emploi et donner de la visibilité sur l'importance croissante que prennent ces compétences dans le processus. Oui. 89% des échecs de recrutement sont liés à des problèmes d'attitude et de compatibilité avec la culture de l'entreprise. On y revient. Seulement 11% sur des problèmes techniques, vraiment purement de diplôme. Est-ce que dans les 10 ans qui viennent, vu les effets de la crise Covid, les remises en question des salariés, leurs doutes existentiels, on va surtout recruter sur le comportement, parce qu'on a besoin d'avoir une attitude plus qu'une compétence, une attitude dans le groupe, une capacité à s'immerger. Est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce que c'est votre stratégie chez Accenture? Ça fait partie de la stratégie, évidemment, pour repérer les talents et repérer leur capacité à apprendre et à évoluer, leur capacité de résilience. Évidemment, ça fait partie de la stratégie, sans jamais oublier les fameuses hard skills. Certes, vous dites que ça représente 11% des échecs de recrutement, mais ça reste un socle, bien sûr. Chez Accenture, vous avez quand même besoin d'avoir quelques peintures de guerre et des diplômes qui vont bien, quand même. Enfin, on ne pousse pas la porte de chez Accenture juste avec les soft skills. Mais comme non, on mesure la capacité du candidat. Donc, c'est des hard skills, et ce n'est pas uniquement sur le nom du diplôme. C'est les hard skills acquises et les soft skills aussi acquises. Non, mais quelle est la proportion entre... Vous dites, bon, il a le bon diplôme. À candidat égal, ils ont à peu près les mêmes diplômes. Ils ont suivi les mêmes écoles. Vous ferez un choix sur l'un ou sur l'autre, sur l'une ou sur l'autre, parce que vous les aurez testés sur les soft skills. Elles sont déterminantes. Alors, si on en vient à l'étude que vous avez menée là, avec Via Voice, je crois qu'près d'un recruteur sur 2 disait que les soft skills étaient importantes, déterminantes, je ne sais pas s'ils ont employé le mot, mais très importantes dans le processus de recrutement. Et ils se plaignaient de ne pas pouvoir les mesurer ou les objectiver. Voilà. C'est aussi un levier très important pour faire changer, je pense, les mentalités aussi et les pratiques, surtout dans les entreprises. Bérénice et Delphine, les outils, parce que là on arrive, évidemment, on va parler du Web 3 aujourd'hui, il y a une émission très cohérente finalement dans tous les thèmes qu'on traite, mais certains utilisent le jeu, les jeux vidéo, on commence à parler du métaverse pour recruter. C'est dans la réflexion très avancée. Les algorithmes, tous ces sujets-là, sont des outils qui vous semblent importants pour accompagner le RH dans un recrutement plus global? Ou pas? Non, mais ou pas, parce qu'il y a un vrai sujet. Oui et non, probablement que tout est à tester. Et on est encore dans cette phase d'expérimentation sur le sujet des soft skills. C'est un sujet émergent. Ça fait à peu près qu'une dizaine d'années en fait qu'on s'en préoccupe. Le sondage le prouve, le Via Voice. Donc, le sondage le prouve. Tests psychotechniques et autres. Nous, notre approche en fait au sein d'Article 1, c'est vraiment de se dire que ces compétences, elles se développent tout au long du parcours de vie, par la mise en action et par l'expérience. Et donc, c'est d'aller chercher dans le passé et dans le vécu de ces candidats et de ces jeunes
toute la richesse de leur talent pour qu'ils puissent faire la distinction par la suite au moment de l'évaluation et de l'entretien, que ce soit un entretien pour accrocher à des études, vous parliez de ces décrocheurs, ou que ce soit un entretien de recrutement. Oui, c'est pas que du boulot, c'est aussi d'accéder à une formation. Non, bien sûr. Eh oui. Et toutefois, néanmoins, aucun diplôme ne traduit tout ce que la vie est en capacité de nous apprendre On est d'accord. aujourd'hui. On est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une machine qui est capable justement de récupérer toute cette vie qu'on n'arrive pas à mettre sur un CV et qui nous permettrait d'avoir un vrai portrait robot de la personne dans sa globalité? C'est un grand rêve que j'évoque là. Oui, c'est complexe. Oui, Job Ready le fait aujourd'hui. À ce point-là. Oui, c'est l'innovation sociale qu'on a réussi à développer grâce au soutien évidemment de la Fondation Accenture et grâce à cette technologie et ces innovations. De dire qu'aujourd'hui, on a un chatbot qui est en capacité d'évaluer tout type d'expérience. Donc je peux raconter que je fais l'administratif de mes parents illettrés depuis 10 ans et on verra que je développe le sens des responsabilités. Je peux raconter que je suis l'entraîneur d'une petite équipe de foot et que je développe mon sens de l'influence et de la persuasion. Et derrière, je peux me faire évaluer par des pairs, par des référents et moi-même. Donc, évaluation 360 pour obtenir des micro-badges, en fait, des open badges, qui sont des micro-certifications. Au même titre que pour l'anglais, on va avoir le TOEFL, le TOEIC, le GMAT. Exact. Bref, des micro-certifications que je vais pouvoir ensuite mettre en avant et avoir un profil type que je vais pouvoir amener lors de mon processus d'entretien à mon recruteur, pour en faire une source d'échange et de discussion. Delphine, je me tourne vers vous. Ça, c'est très intéressant sur le mode technologique, les petits badges. Mais il faut quand même qu'en bout de chaîne, je vous repose la question, les recruteurs soient quand même connectés à tous les sujets qu'on traite sur ce plateau. Et dont vous dites qu'ils sont un peu novateurs, qu'ils sont un peu à la pointe et que tout le monde n'est pas encore à la pointe. C'est ça. Il y a encore du boulot. Déjà, je pense que, si je peux me permettre, derrière la question de est-ce que l'intelligence artificielle peut aider le recrutement? Oui, bien sûr, mais je pense que derrière cette question se cache en quelque sorte un fantasme de l'outil d'évaluation parfait. Je pense qu'il faut déjà faire le deuil. Il n'y aura jamais de système d'évaluation parfait. On est d'accord. Un système d'évaluation aidant. C'est complexe. Freud serait là pour s'en mêler, évidemment. N'est-ce pas et la littérature le dit surtout. Là, je fais référence au livre de Jérémy Lamry, qui a écrit donc, les compétences du 21e siècle. Il fait la synthèse un petit peu de ce que dit la recherche. Les recommandations, c'est vraiment de diversifier les méthodes d'évaluation. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle a son mot à dire, mais ça peut être aussi tout simplement renforcer la capacité du recruteur à détecter ses compétences. Et effectivement, je suis d'avis que on peut pas faire porter sur les seules épaules du candidat la responsabilité de l'identification des soft skills. Candidat, c'est pas un métier, et là je reprends les termes de l'école recrutement. Comme demandeur d'emploi n'est pas un métier. Ça reste, il faut pas oublier que ça reste quand même le rôle du recruteur d'aller chercher la pépite en entretien. Donc ça veut dire qu'il faut un peu de psychologie, on n'est pas dans l'algorithme, même si au préalable il y a quelques éléments qui situent le profil de la personne qu'il a en face. C'est au recruteur d'avoir des outils, une technique pour aller, j'irais lui tirer les verres du nez, pour tirer les bons éléments. C'est ça. L'outil ne peut pas accompagner ça, parce que c'est vrai que vous le dites très bien. Vous formez quelqu'un, vous l'accompagnez, il y a beaucoup de vide et beaucoup de blabla, et puis tout d'un coup, la perle, la pépite, elle arrive quasiment quand on a fermé la porte de la formation, en fait. C'est terrible. Globalement, effectivement, donc au sein de ce programme-là, Job Ready, d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, on accompagne aussi les recruteurs et les entreprises. On va les sensibiliser, donc à travers des formations, des conférences inspirantes sur l'égalité des chances et les soft skills, des ateliers de mise en pratique sur comment on construit une lettre, une offre de poste en mettant en avant les soft skills pour que les candidats puissent les détecter, comment on interroge en entretien les soft skills, quels sont les critères d'évaluation de ces soft skills, pas simple, la fiche les questions à poser, quels sont les critères discriminants, comment sortir de ces biais de représentation et ne pas s'appuyer sur celui-là il a fait le même diplôme que moi. Les fameux biais. Oui, les fameux biais. Et donc effectivement, tout ça c'est de la formation. Alors, non pas forcément aux équipes DRH de recrutement ou aux équipes de direction de relations sociales ou sociétales en entreprise, mais plutôt auprès des managers opérationnels qui sont finalement les décisionnaires finaux du recrutement. Mais justement, c'est la question que je vais vous poser, parce que vous êtes tous engagés dans une entreprise, mais Accenture, entreprise mondiale, qui travaille dans plein de secteurs, qui accompagne tous les secteurs. La finalité de tout ça, c'est quoi de ces soft skills à la fin, pour qu'on comprenne? Parce que ce n'est pas l'aboutissement, les soft skills. Elles ne sont qu'un outil pour arriver à quoi?
à de la diversité, à de la performance, à une entreprise multicolore, Je dirais par exemple? à l'égalité des chances déjà pour la société, à la diversité en entreprise, et donc, on ne va pas refaire les discours de ce pourquoi la diversité est importante en entreprise, à la performance et à l'innovation en entreprise, évidemment. Et je dirais les deux égalités des chances et diversité en entreprise. Les soft skills sont un formidable levier pour ça. Soft skills, au final, c'est un mot anglais. Moi, on n'aime pas les mots anglais. Moi, j'aime pas trop ces mots, mais c'est vrai qu'ils cachent souvent parfois des choses simples. Est-ce qu'on ne pourrait pas le traduire? Alors, il a une traduction évidemment anglaise, mais c'est donner sa chance. Les soft skills. C'est ce qu'on voit dans le sondage. Il y en a 72% qui considèrent qu'une meilleure prise en compte des soft skills aurait un impact positif sur leur parcours professionnel. En un mot, c'est j'ai plein de choses à vous dire, mais comme on ne les écoute pas et que je ne sais pas les dire, je suis un peu enfermé dans mon monde. Complètement. Il existe des tas de classements des soft skills à avoir. Et en fait, quand on regarde le tronc commun, derrière le portrait que ces classements de soft skills dressent, c'est le portrait d'Homo sapiens. Alors, je ne vais pas m'inventer une expérience d'historien, mais c'est ça, finalement. Donc, les soft skills, c'est à la fois nouveau parce qu'on en reparle depuis les années 70, mais c'est ce qui a fait que l'être humain a su s'adapter à l'incertitude jusqu'à maintenant. Et derrière la question des soft skills se cache aussi la question de est-ce qu'on peut s'affranchir d'une culture recrutement qui aujourd'hui, force est de l'admettre, très impactée par la culture de consommation, de l'hyper sur mesure, de l'hyper adaptabilité. C'est aussi ça les soft skills. Est-ce que j'ai envie de faire confiance au potentiel du candidat qui est en face de moi? Est-ce que j'ai envie... Et qui ne correspond pas tout à fait à la grille classique de lecture. Exactement. Bah oui, parce que c'est ça. Il faut faire un pas de côté, il faut accepter cela. C'est quoi les bonnes soft skills? Alors, excusez-moi, c'est pas pour faire une référence à ce sketch, les bons soft skills, les mauvais soft skills, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui un recruteur ou une entreprise recherche comme soft skills, comme qualité hors diplôme? C'est quoi qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui dans ce monde qui bouge tout le temps? Alors, il n'y a pas de bonnes soft skills, puisque... J'en étais sûr, c'est sûr que vous allez me répondre ça. On peut pas dire qu'avoir le sens de la rigueur est une soft skills qui est moins valorisée qu'avoir un bon sens de la communication. L'important, c'est de bien identifier dans les postes quelles sont les soft skills, les compétences attendues pour justement éviter de se reposer sur des critères qui sont potentiellement discriminants, comme le nom d'une école, comme le nom d'un diplôme, comme le nom d'une grande entreprise sur un CV quand on a fait un stage. On en est fiers, on l'écrit évidemment. Enfin, voilà. Et effectivement, d'aller de travailler sur cette approche compétence. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises soft skills, mais il y a quand même des éléments, des critères aujourd'hui que recherche l'entreprise. Alors vous citez, il y a la rigueur, il y a souvent la capacité à travailler en groupe. Comment vous faites pour déterminer cela? Comment on sait que cette personne aura de la rigueur ou qu'il aime travailler en groupe ou qu'il est plutôt égoïste ou qu'il est plutôt solitaire? Comment on va le savoir ça? Non mais c'est un sujet comme c'est intrusif. On en revient, je ne pense pas. Il y a des formations pour ça. Les recruteurs, les managers qui vont in fine recruter les personnes doivent être formés à ça, à détecter, à poser les bonnes questions et déjà en amont à avoir conscience des soft skills qu'ils recherchent pour son poste. On est d'accord, c'est ce que vous disiez. Il y a des références et il faut que la personne puisse correspondre dans ses soft skills. On est d'accord. C'est pas uniquement du feeling de il a l'air motivé, il a un bon sens de la communication. Non, il faut essayer encore une fois de les objectiver pour les rendre tout aussi valorisables que les hard skills. Humain ou machine? Humain ou algorithme? Pour non, moi, parce qu'il y a un débat aujourd'hui dans notre société qui est quand même assez tendu sur on va finir par nous évaluer devant des machines et grâce à ça on sortira une typologie de notre attitude et puis elle sera vendable ou pas. Enfin, je vous souriez, mais c'est vrai, on n'en est pas loin de ça. Ah, mais quand je souris, ça veut dire que... Non, mais vous êtes d'accord, il y a un vrai danger, ou pas d'ailleurs? En fait, je ne pense pas qu'on soit obligé de trancher soit l'un, soit l'autre. En fait, on va devoir apprendre à travailler main dans la main, homme-machine, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et en matière d'évaluation, là encore, l'idée, c'est de diversifier les outils d'évaluation, donc les tests psychométriques, Job Ready par exemple, et aussi, comme l'a dit Angelina, renforcer la formation des recruteurs. En entretien, ça va être privilégier les questions dites situationnelles ou comportementales, donc des questions, une typologie de questions qui visent à projeter le candidat dans une situation donnée, lui demander quel type de comportement il pourrait adresser. Les jeux aussi sont de plus en plus utilisés pour évaluer les compétences. En tout cas, intégrer la notion de situation dans le processus d'évaluation va être primordial puisque les compétences comportementales ne vivent qu'à travers
l'action, à travers la situation. Donc, en gros, ça reviendrait à dire, pour savoir si un danseur sait danser, il faut lui demander De danser. On est d'accord. Oui, c'est bien d'être assis devant un recruteur avec un bureau qui nous sépare et un petit café chaud. Mais en fait, à un moment donné, voilà, il faut mettre en action. C'est pas si simple quand même. Non. Quelqu'un qui vous dit je suis capable de gérer des enfants parce que j'ai fait, on va quand même pas repartir en colonie de vacances pour le prouver. Enfin, je veux dire, on lui fait plutôt confiance sur ce qui est écrit sur le CV. Ça commence à venir, ceci dit. Incroyable. Pôle emploi met en place, par exemple, des recrutements sur mise en situation. Mais ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va devoir apprendre à faire confiance aux candidats, peut-être... En situation, c'est-à-dire in situ dans le site industriel ou dans le café ou dans l'endroit où on va travailler, puis on met en situation la personne, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de parler, il faut qu'elle agisse, quoi. Exact. C'est intéressant, ça, cette idée. Là, on voit réellement la personne dans ses soft skills. Il y a du stress, il y a de la tension, comment elle gère. Oui, je pense qu'un processus de recrutement hybride avec, ça c'est le Graal, avec la mise en situation, réel. La rencontre de la personne et la partie technologique peut aussi permettre d'éviter des biais humains. Faut pas si c'est complémentaire de toutes ces rencontres humaines et de ces mises en situation, complémentaire. C'est un outil complémentaire qui permet d'être parfois plus objectif même. Goshaba. Et ça, faut pas. Oui, par exemple, on travaille avec Goshaba depuis quelques années. Job Ready aussi a un formidable outil. On sort toujours l'exemple d'Amazon qui avait un biais en ne sélectionnant que des hommes, éliminant les femmes dans l'algorithme. Bon, c'est toujours cet exemple qui est cité, mais il y a aussi des contre-exemples qui montrent que la machine peut être un outil, une aide à la décision. Juste un mot, parce que l'émission se termine, elle est passionnante. Bérénice May, en bout de chaîne, tous ceux que vous filmez, et évidemment, ce n'est pas tous ceux que vous avez accompagnés, mais vous sauvez combien de personnes? La question est un peu dingue, mais tous ceux qui vous auraient dit si je ne vous avais pas rencontré, moi je serais resté sur le bord de la route parce qu'on ne m'aurait pas valorisé. Ça représente combien de personnes? Aujourd'hui, on accompagne 150 000 jeunes sur ces sujets de l'aide à l'orientation jusqu'à l'insertion professionnelle, que ce soit par le biais de nos actions digitales ou présentielles, bien évidemment. Et en termes d'impact, plus particulièrement sur le sujet des soft skills, il y a plus de 90% des jeunes qu'on a rencontrés en atelier qui nous disent qu'ils se sentent désormais totalement à l'aise pour se valoriser et prendre la parole autour de leurs compétences transversales. Très important. Il y a plus de 50% d'entre eux qui rajoutent dans leur support de candidature des expériences qu'ils n'osaient pas mettre en avant. Et vous les avez libérés pour le faire? Oui, on les a libérés pour le faire, évidemment. Et puis, il y a même 35% de ces jeunes-là qui disent avoir étudié des choix d'orientation ou des jobs auxquels ils n'avaient pas forcément pensé au préalable. C'est ça l'objectif, c'est aussi de briser le plafond de verre, de la censure. Et un mot, pareil chez vous, j'imagine. Combien de personnes accompagnées que vous libérez finalement, à qui vous redonnez confiance? En tout cas, dans le partenariat qui unit nos 3 structures, on est déjà à 40 000 jeunes accompagnés, donc ce qui est assez considérable. L'objectif est fixé à 100 000. Donc, 100 000. 2024. 2024, 100 000. Vous, c'est pareil. J'imagine qu'en bout de chaîne, c'est le réseau en fait. Hein. Et ensuite, ces personnes accompagnées peuvent être entre autres, embauchées chez Accenture, mais c'est pas que l'objectif, c'est pas que l'embauche Accenture. Non, et en plus, c'est un 360. C'est ça, et c'est un projet que la Fondation Accenture a choisi de soutenir pour accompagner 100 000 jeunes grâce à Article 1 et Mosaïque RH vers l'emploi d'ici à 2024, grâce aux soft skills, avec une aide de 2 millions d'euros pour ces 2 associations. Donc c'est vraiment une accélération qu'Accenture a voulu donner sur cette thématique, en outillant également les associations et les recruteurs pour, encore une fois, objectiver ces soft skills. J'ai retrouvé le chiffre, c'était 88% dans le sondage via Voice, des recruteurs qui ne connaissent pas, des recruteurs qui n'ont jamais entendu parler. C'est juste pour clore l'émission, vous dire que continuer à travailler, à accélérer sur cette question des soft skills, et 76% des actifs non actifs n'en ont jamais entendu parler. Donc il y a un vrai travail de pédagogie grâce au réseau Mosaïque RH. Merci à vous Delphine Hervé, experte recrutement inclusif chez Fondation Mosaïque. Merci Angelina Lamy, déléguée générale de la Fondation Accenture France. Et merci à Bérénice May, responsable développement Job Ready chez Article 1, qui est une association. Merci à vous 3, mesdames. Merci, et puis continuez à prophétiser cette question des soft skills. On termine avec le Web 3. C'est pas le web, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure, les métaverses, les blockchains, les cryptos, tous ces secteurs qui vont générer de nouveaux métiers. On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi.